À la 5e place, voici le côté sombre de Versailles. Car derrière le faste se cache une réalité bien moins séduisante. Une hygiène déplorable et une puanteur insoutenable. À la fin du XVIIe siècle, Versailles est victime de son succès. Le château s'est construit sur les bases du modeste pavillon de chasse de Louis XIII, un lieu choisi avant tout pour la richesse de la faune. Mais personne ne s'est vraiment posé la question de l'approvisionnement en eau pour boire, cuisiner, nettoyer et assurer l'hygiène de milliers de personnes. Situé à près de 10 km de la Seine, Versailles dépend de charrettes, d'aqueducs et de pompes comme la machine de Marly pour acheminer son eau. Mais avec plus de 10 000 habitants désormais entassés dans ses murs, l'eau se fait rare, entraînant de sérieux problèmes de santé et d'hygiène. Sous Louis XV, le roi et ses proches disposent au château de cabinets privés, joliment décorés et à la pointe de la technologie. L'ancêtre des toilettes à chasse d'eau avec un système de réservoir installé sur les toits. Mais celle-ci reste rarissime. Et tous les autres habitants doivent se contenter de solutions plus précaires. La noblesse a généralement à disposition des pots de chambre. Et bien qu'une armée de valets s'affire pour aller les vider dans des fosses d'aisance, il arrive que leur contenu finisse jeté par les fenêtres. Quant aux serviteurs et gardes de rang inférieur, leurs conditions sanitaires sont encore pires. Il existe des latrines communes, mais celles-ci sont peu nombreuses et surpeuplées. À tel point que certains se soulagent parfois dans les recoins du château ou dans les jardins. Versailles serait l'un des palais les plus sales du monde. Pourtant, Louis XIV avait imaginé un système d'égouts pour évacuer les eaux usées hors du palais. Mais celui-ci relie des fosses d'aisance à ciel ouvert aux étangs environnants. Il en résulte une puanteur à laquelle il est difficile d'échapper. Sans compter que le manque de latrines n'est pas la seule source de mauvaises odeurs. L'hygiène corporelle pose également problème. Au XVIIe et XVIIIe siècle, se laver régulièrement est considéré comme mauvais pour la santé, surtout à l'eau chaude. On pense alors que la dilatation des pores favorise les infections. Résultat, à Versailles, les hommes et les femmes se lavent très rarement. Ceux qui en ont les moyens tentent de masquer ces fortes odeurs corporelles en changeant souvent de vêtements, plusieurs fois par jour, et en s'aspergeant de parfums. L'hygiène dentaire est également précaire. Une situation aggravée par la profusion de douceurs et autres sucreries. Sans surprise, les caries sont un problème courant au château et personne n'y échappe. Louis XIV lui-même en souffre, au point de devoir se faire retirer toutes les dents de la mâchoire supérieure. Durant ses dernières années de vie, il est même contraint de manger à l'aide d'une paille. À l'époque des rois, Versailles incarne donc un contraste saisissant entre splendeur architecturale et hygiène précaire, reflet des limites sanitaires d'un temps sans assainissement efficace et aggravé par la surpopulation de la cour. À la 4e place de notre classement, vous allez découvrir le monde caché et secret de Versailles, tout ce qui se dissimule sous et derrière les murs, les planchers ou encore les couloirs. Les chanceux qui franchissent le seuil du palais pénètrent dans un monde de luxe absolu. Mais cette perfection ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d'un véritable labyrinthe de trompe-l'œil, d'écrans de fumée et de jeux de miroirs. Au moment de la construction du château, deux mondes se dessinent. La face visible, splendide, absolument parfaite, et les coulisses qui dissimulent, cachées dans l'ombre, les chefs-d'œuvre d'ingénierie permettant son fonctionnement. La première de ces prouesses techniques se trouve profondément enfouie sous terre. Bien avant l'invention des systèmes de réfrigération modernes, d'étonnantes alternatives sont installées à Versailles. Des ingénieurs et architectes français reprennent et améliorent les méthodes des Romains pour conserver la nourriture dans de vastes chambres souterraines. Constituées d'épais murs de pierre et de toits en forme de dôme, ces pièces sont remplies de blocs de glace récupérés dans les étangs pendant l'hiver, puis elles sont recouvertes de paille pour ralentir la fonte. Ainsi, sous terre, la température reste stable
et permet de conserver aliments et boissons. Alors que les paysans des environs consomment au mieux de la viande salée, et sinon du pain et des bouillies, les privilégiés qui habitent au château dégustent eux des mets exotiques tels que des huîtres, du pâté et des sorbets, accompagnés de vin et de jus de fruits frais. Mais les innovations dans le jardin ne s'arrêtèrent pas là. Une immense orangerie est construite à grands frais. Ses murs de 1,5 m d'épaisseur et ses doubles fenêtres orientées plein sud permettent de maintenir une température supérieure à 5 degrés, même en hiver. Dans une galerie de 13 mètres de haut sur 150 mètres de long, poussent oranges, citrons et grenades exotiques. Quant au palais lui-même, il cache aussi une infrastructure secrète. Derrière les somptueux intérieurs des grands salons et appartements se dissimule un dédale de passages souterrains, d'escaliers secrets et de corridors de service, permettant de circuler sans être vu. Les entrées sont camouflées pour ressembler à de simples boiseries ou tapisseries, parfaitement intégrées au mur et invisibles pour l'œil du visiteur. Des réseaux de passages secrets sont bien sûr réservés à Louis XIV pour lui permettre de se déplacer dans le château à l'abri des regards. Certains sont conçus pour des raisons de sécurité, offrant des voies d'évacuation rapides en cas de besoin, tandis que d'autres relient ses appartements privés à ceux de ses maîtresses ou de ses conseillers, permettant ainsi au roi d'aller et venir librement, loin des pesanteurs de la cour. Au milieu du XVIIIe siècle, Louis XV ira encore plus loin en faisant construire une pièce entièrement insonorisée et dissimulée. Située près de ses appartements privés dans l'aile nord du palais, elle était connue sous le nom de « cabinet des dépêches ». Ici, loin des nombreux regards indiscrets, le roi examine les rapports de ses espions postés à l'étranger et ne se réunit qu'avec ses conseillers les plus fidèles. Mais le réseau de couloirs et pièces secrets n'est pas réservé aux hauts dignitaires. Il permet aussi aux informateurs de surveiller discrètement la vie de la cour, afin de réprimer rapidement toute agitation susceptible de déstabiliser la monarchie. Le monde secret de Versailles est donc doublement stratégique. Il vise autant à maintenir les apparences qu'à protéger le pouvoir du roi. L'un des secrets les mieux gardés de Versailles, c'est qu'il a bien failli disparaître à jamais. Si en apparence, le château de Versailles s'est toujours dressé, imposant, haut et fier, immuable incarnation de la monarchie absolue, de l'autorité et du pouvoir, la réalité est tout autre. Pendant la majeure partie de son existence, ce grand palais a souvent frôlé l'oubli. S'étendant à l'époque de Louis XVI sur un domaine de 11 000 hectares avec plus de 2000 pièces et des milliers d'employés, le château exige des dépenses sans fin. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'entretien du palais à lui seul représentait jusqu'à 10% du budget annuel de la France. Fontaines, statues, mais aussi la ménagerie royale nécessitent un entretien constant. À l'intérieur, les poutres en bois pourrissent, les toits fuient et les incendies sont légion. La gestion des déchets et le nettoyage représentent des défis logistiques et humains considérables. À cela s'ajoutent les milliers de courtisans, d'employés, de soldats et de serviteurs qui sont employés et logés aux frais de l'État. Le tout coûte excessivement cher à la monarchie et en fin de compte, aux contribuables. À la fin du XVIIIe siècle, l'État français croule déjà sous les dettes contractées lors des conflits comme la guerre de 7 ans et la Révolution américaine. Et Versailles continue de vider les caisses de l'État. Arrive bientôt la Révolution française en 1789. La famille royale est alors contrainte de fuir et le château est pillé. Plus de 17 000 lots d'œuvres d'art, meubles et autres trésors sont vendus aux enchères. En 1793, la plupart des pièces ont été acquises par des collectionneurs privés ou des marchands d'art. Quelques-unes ayant été transférées dans des musées, notamment au Louvre. Presque entièrement vide, Versailles est plus vulnérable que jamais.